Donc aujourd'hui, on fait ce rendez-vous du pôle en partenariat avec le cabinet KGA, avec qui on travaille depuis très 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 longtemps et qui nous accompagne vraiment sur les sujets généralement les plus ardus, comme par exemple le transmédia. Mais revenons aujourd'hui à ce qui nous préoccupe, à savoir le financement des entreprises culturelles. C'est un sujet au cœur des clusters des industries culturelles et créatives que je dirige depuis 6 ans. Primi d'abord, puis Pôle Média Grand Paris ensuite. C'est un double problème. D'abord parce que les entreprises culturelles s'attachent en premier au financement de leurs œuvres, quelles qu'elles soient, et c'est très bien. Mais ont un petit peu moins d'attachement au financement de leur structure. Ça, c'est un fait. Et inversement, les investisseurs, les banquiers, ne se sont jamais trop penchés sur nos berceaux, comme on le verra dans le rapport qu'a fait Steven Hearn, pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont pas formés. Maintenant, la question du financement des structures et la question des fonds propres, avec l'internationalisation des marchés, devient plus qu'un problème crucial. Alors, très humblement, au niveau de notre cluster, nous nous sommes attachés à travailler ce problème du financement des structures. Et j'avoue que je tyrannise un petit peu nos boîtes. Alors, premièrement, on a créé le premier prêt d'honneur image, en se disant, puisque personne ne veut nous subventionner, eh ben, nous, on va choisir nous-mêmes nos boîtes. Donc depuis 3 ans, on distribue des prêts à des boîtes de notre cluster, si possible innovantes, parce que c'est un peu notre cœur de métier. Et il nous a fallu beaucoup de temps avec ce jury de financeurs, experts comptables, etc. Il nous a fallu beaucoup de temps pour leur faire comprendre ce métier qui fonctionne sur un actif immatériel. Et pour la première fois dans le dernier jury, il y a quelques semaines, il y a même quelques jours, nous avons pu faire financer notre première boîte de production qui ne faisait que de la production. Donc ça, il nous a fallu 3 ans pour en arriver là. Ensuite, on incite énormément les sociétés à ne pas abandonner la technologie, de bien l'agréger à leur secteur de création culturelle, entre autres pour obtenir eux-mêmes le statut de jeune entreprise innovante et ensuite est éligible au crédit d'impôt recherche. Mais ça, Steven reviendra parce qu'il en parle beaucoup dans son rapport sur ce côté crédit d'impôt qu'il faudrait ouvrir à la créativité. Enfin, on fait mais ça c'est tout nouveau, on va faire à partir de maintenant de la préparation à l'investissement. On a monté une formation qui est subventionnée par le programme Média qui s'appelle Hunter Training. Il y a 3 ateliers, il y en a un ici, il y en a un à Londres, et puis il y en a un dans un pays émergent, projet européen oblige, dont j'ai oublié le nom, veuillez m'excuser. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on cherche à former des investisseurs, des banquiers, des VC, des capitaux risqueurs, des business angels à nos entreprises. Alors, on les réunit tous pendant une journée. Et pendant une journée, on les... je ne sais pas si j'ai fait 2 slides. Ah ben non, j'en ai fait qu'un. On leur explique comment fonctionne notre filière au niveau des financements, que ce soit jeux vidéo, films, etc., problèmes de distribution, diffusion, etc. Et ça fait 2 ans qu'on fait ça. Donc aujourd'hui, on est à la tête d'un cheptel de banquiers, d'investisseurs qui commencent à être un petit peu aguerris à notre filière. Et vous voyez que ça balaye assez large en Europe. On est aussi sur le... Voilà, on a fait une étude, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'était rencontrés à Silicon Valley, sur la faisabilité d'un fonds d'investissement dans les industries créatives.
qu'on appelait Convergence et qui aujourd'hui n'a pas été beaucoup repris et qui deviendra de plus en plus au cœur des débats. Les débats, vous le savez, ils sont maintenant jusqu'au niveau européen, puisque l'Europe vient de faire, fin octobre, un grand forum qui s'appelle Shift Forum, et qui était précisément sur ce moment de bascule où les entreprises culturelles s'intéressent au financement et où voilà, on estime qu'il faut mettre un certain nombre de dispositifs, on le verra avec Steven Hearn tout à l'heure, un certain nombre de dispositifs en place. Alors, on a souhaité revenir en termes de cadrage sur le rapport de Steven Hearn qui avait été commandé par le ministère de la Culture. Et voilà. Pierre Minguy représente aujourd'hui le ministère de la Culture. Steven, je te présente rapidement. Tu es à l'origine de la création de la holding Saint-Illot, qui regroupe Creatis, Gaieté Lyrique, tu nous feras le détail. Et donc, tu as créé Creatis, excusez le pléonasme, et tu as fait ce rapport qui nous est ô combien important et qui, Pierre nous en fera référence, a quand même permis de mettre en place un certain nombre de choses pour les entreprises culturelles. Oui, c'est exact. Ah, tu veux que je commence par quoi en fait? Tu veux que je reprécise le... Enfin, Comme tu veux. Bon, alors, peut-être juste la présentation, parce qu'en fait, c'est pour expliquer que moi, je ne suis pas en fait, à l'origine un entrepreneur culturel. Finalement, je le suis devenu un peu comme les femmes chez Simone de Beauvoir. En fait, j'ai créé en 2000 une agence qui s'appelle le Troisième Pôle, qui est une agence d'ingénierie culturelle, qui travaille essentiellement pour des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais de moins en moins. Alors peut-être qu'effectivement, parce qu'elles ont moins de choses à demander ou moins d'argent pour le payer. Et donc, effectivement, on se retrouve avec maintenant des sociétés d'économie mixte ou carrément on va dire des entreprises privées tout court. Et donc là, on est plutôt... donc on fait des études, de la production, de la communication. Ce travail-là était vraiment passionnant, mais parfois un peu frustrant. Et donc, il y a eu l'envie de devenir... pas simplement celui qui dit, mais aussi un peu celui qui fait. C'est comme ça que je me suis retrouvé candidat pour la Gaieté Lyrique. Donc ça, c'était en 2004. Choisi en 2008, le lieu ouvre en 2011. Enfin bon, c'est un exercice de la patience, mais en tout cas, ça a pris du temps. Et c'est à ce moment-là que je commence à prendre conscience du goût que moi, je vais développer pour le développement de projets, le développement d'entreprises, et avec diverses fortunes, hein, d'ailleurs, parce que c'est pas toujours aussi facile que ça. Et donc, je crée en 2010 Saint-Illot pour regrouper toutes ces participations un peu éparses, parfois en nom personnel, parfois au nom du Troisième Pôle, parfois au nom encore de tierces structures. Donc et en fait, j'apprends petit à petit à structurer ma propre activité d'entrepreneur. Alors d'ailleurs, je pense être plutôt un entrepreneur qu'un chef d'entreprise. Enfin, je vois quelque chose de plus énergique dans entrepreneur, chef d'entreprise. Je vois quelque chose de plus lié au management. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus qualifié pour ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans mon organisation, il y a beaucoup de délégations. Et d'ailleurs, ça permet, à mon avis, plus de succès que si j'étais directement à la manœuvre, quoi. En 2010, en fait, il y a l'idée, et c'est pour ça que je ne savais pas là pour le fonds Convergence, il y a l'idée de créer, on va dire, l'outil qui est pour moi, on va dire, à la fois l'acmé du capitalisme et, on va dire, le pied de nez, on va dire, au milieu de la culture. J'entends le milieu un peu parfois conservateur, délibérément associatif, qui effectivement n'aborde pas forcément les hybridations de modèles économiques et renvoie plus vite, on va dire, à la subvention qu'à la question de l'autofinancement. Je ne les fustige pas pour ça, parce qu'il y a une grande partie de la culture qui nécessite soutien. Tout le pan de la création n'est pas nécessairement ou possiblement rentable. Et donc à ce titre-là, doit être soutenu. Et je considère que la France, pays à la fois éclairé et quand même riche quand on se situe par rapport au reste du monde, effectivement, se doit de pouvoir continuer à aider et supporter au sens quasiment anglais l'activité des créateurs
Et donc en fait, on imagine cet outil parce que c'était impossible d'obtenir des prêts bancaires. Il y avait, enfin, en gros, il y avait peu de structures avant la, comment on va dire avant les logiques BPI, même si on avait quand même un peu osé avant, mais d'arriver facilement à des financements, et des financements, on va dire, au moment de l'amorçage et au moment où le risque est quasiment maximal. Alors après, il y a, là je ne suis pas dans la nuance hein, délibérément, parce qu'il y a aussi des organismes comme l'IFSIC et tout qui permettent la garantie, mais on est toujours dans une logique où, en gros, on reçoit de l'argent parce qu'on peut montrer assez facilement que soit on a le patrimoine adéquat, soit on a le modèle économique qui le permet, soit on a, on va dire, fait la démonstration sur plusieurs années que l'on est capable d'être rentable. Donc en fait, on avait peu d'outils pour l'amorçage. C'est comme ça qu'on imagine cet outil, ce fonds, pour lequel on va quand même bien nous rigoler au nez. Hein. Enfin, nous rigoler au nez. Enfin, je veux dire, on va nous traiter de clown, de troubadour, de saltimbanque. Enfin, alors Saint-Thio, bon, mais ça gère quand même. Enfin, c'est quasiment 180 salariés, c'est plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on est quand même des clowns, quoi. Et c'est Jean-Louis Missica de la ville de Paris à qui j'expliquais ça, qui me dit mais attends Steven, le plus simple c'est que tu les montres, ces entrepreneurs, t'arrêtes pas de dire qu'ils sont talentueux, qu'ils sont capables d'être rentables et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'est né donc Creatis. C'est-à-dire en fait je vais pas du tout imaginer qu'un jour je gérerais un incubateur puis un espace de coworking. Par contre j'avais à cœur de faire la démonstration qu'il existait, ou enfin en tout cas qui était, enfin de rendre visible, parce qu'ils existaient déjà. Enfin on compte à peu près 150 000 entreprises, hein, comme ou même peut-être un peu plus, de structures en partie organisées en entreprises en France, mais elles sont assez isolées, peu de salariés, peu capitalisées. Et donc voilà, il fallait les montrer fortement, et c'est comme ça qu'on a imaginé Creatis. Et je pense que cette activité, la structure a été installée au dernier étage de la Gaîté Lyrique, a attiré l'attention de Fleur Pellerin. Donc quand elle était quoi? Elle était au ministère déléguée en fait au PME. Non, mais je sais pas si c'était ça ou un secrétaire. Non, c'était le ministre délégué. Et avec évidemment Aurélie Filippetti à la culture. Alors c'est juste une aparté, mais moi je trouve ça assez rigolo en fait de voir le chevauchement des deux. Enfin en tout cas, et que finalement c'est peut-être la vision peut-être la plus entrepreneuriale, en tout cas c'est comme ça que c'est chroniqué aujourd'hui, la plus entrepreneuriale des deux qui aujourd'hui à la manœuvre au ministère de la Culture. Enfin, je sais que toi tu pourras rien dire, donc moi je suis obligé de parler à ta place, parce qu'au ministère il est coincé quoi. Voilà. Et donc voilà, donc on a abouti, il y a eu ce rapport. Alors ce rapport il est pas révolutionnaire, et il a été il n'est pas sectoriel. Enfin, je veux dire, je ne m'intéresse pas au cinéma, à la musique, au spectacle vivant. On a essayé de voir ce qui était commun à l'ensemble de ces entrepreneurs pris dans une acceptation extrêmement étroite. Hein. Je sais qu'on peut aborder l'entrepreneuriat de manière plus vaste, plus riche, dire qu'effectivement il y a entreprise à chaque fois qu'il y a activité économique, dans donc la définition plutôt européenne. Moi, je me suis en fait attaché, parce que je voulais pouvoir faire des recommandations un peu pratiques derrière, à une définition de l'entreprise immatriculée au registre du commerce et de société. Donc ça concerne les SARL, SA, SAS, SCOP et SIC en fait. Hein, donc pas les associations, pas les auto-entrepreneurs et pas et on va dire pas les établissements publics qui, pour autant, hein, donc, on a compris la distinction, peuvent être gérés comme des entreprises. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, la notion de risque, la notion de capitalisation n'est pas la même. Donc, et puis avec une très très grande différence, en tout cas, entre le monde entrepreneurial et le monde associatif, qui est la place à la fois de l'intérêt collectif et ce que moi j'appelle, je le réduis aussi comme ça, du bénévole. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la possibilité de travailler différemment, en fait, avec, on va dire, une population qui est d'un côté que l'on doit ou salarier ou rendre stagiaire, et de l'autre côté qu'on peut à la fois avoir gratuitement, militante et bénévole. Donc en fait, c'est vrai que ça fait quand même une grande différence dans la manière de gérer les choses. C'est pour ça que c'est plus simple effectivement de confier un festival à une association qu'à une entreprise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré. Alors, déjà, on comprend que
par rapport à ma propre activité, puisque donc effectivement, j'ai la chance d'avoir la délégation de service public de la Gaîté Lyrique, mais il y a aussi donc je gère 2 cinémas, des revues, des sociétés de production de cinéma, des agences d'ingénierie, des agences événementielles, ainsi de suite. Donc je suis déjà confronté à plein de modèles économiques et à plein d'écosystèmes propres. Je veux dire, le cinéma, enfin celui du cinéma et celui des médias est assez différent. Et d'ailleurs, je vois, et ça, il faudra qu'on en reparle parce que c'est... Ouais, je le fais maintenant, quoi. Souvent, en fait, on a pensé, avant d'ailleurs que le rapport sorte, que j'étais un néolibéral forcené et que je ne jurais que par la privatisation de la culture. C'est déjà, un, c'est complètement faux, et puis deux, ça serait complètement idiot. Moi, j'observe, en fait, et ça a été bien montré par les rapports sur le poids au sens fat de la culture, le PIB, son chiffre d'affaires. Mais je ne sais pas, de 50 milliards, 60 milliards, enfin on a tout entendu. Mais il y a une petite musique qu'on n'a pas assez entendue et pourtant qui est assez bien expliquée, c'est les fameux 15 milliards qui viennent de la puissance publique, sans lesquels en fait les 50 autres milliards n'existeraient pas en fait. Et en fait, moi, ce que j'observe, c'est que ce soit dans la gestion d'un cinéma ou dans un certain nombre d'événements qu'on a, on est toujours dans un contrat, alors parfois tacite, parfois explicite, entre puissance publique et privée. Et je pense que c'est une des caractéristiques fortes de la culture. Considérant, mais ça c'est ma conclusion à moi, que aujourd'hui finalement la puissance publique doit créer les conditions pour que les choses adviennent et doit aider à inscrire des cadres, mais dans le cas de l'entrepreneuriat ne doit en aucun cas venir, alors c'est une autre question, mais venir, on va dire, en soutien et parfois de secteurs qui sont aujourd'hui structurellement déficitaires. Je pense par exemple à la presse papier, ou je pense à d'autres secteurs que moi je considère parfois trop aidés et empêchant parfois, on va dire, l'avènement, on va dire, de solutions parfois plus radicales ou ralentissant, on va dire, la mutation de certains secteurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc ma propre expérience plus je sais pas, 120, enfin, j'ai rencontré à peu près 120 entreprises, je ne me souviens pas exactement, plus des structures type comme une image, plus des clusters, je pense à Dynamo ou Cadeau à Marseille, je pense à Quartier de la Création à Nantes, enfin bon, il y en a un paquet, plus des mécènes, plus plein de choses. On en est arrivé, on va dire, à un constat assez simple que j'ai décrit tout à l'heure. Effectivement, on a des toutes petites entreprises assez innovantes, mais qui ont du mal à s'expliquer, à expliquer en quoi d'ailleurs elles sont innovantes, du mal à capitaliser leur activité, parfois à la faire financer. Très peu des toutes petites équipes, donc avec une difficulté aussi à trouver des compétences pour pouvoir se développer. Des patrons, on va dire, pas toujours bien formés à la gestion. Donc très porté sur le projet, mais un peu oublieux de tout ce que nécessite la conduite d'une entreprise. Si j'oublie des trucs, Pierre, qui connaît aussi bien que moi le rapport, tu n'hésites pas à couper. Et donc on en est arrivé à quelques recommandations. Je vais les décliner assez vite et puis on pourra en reparler. Mais la première, c'était de montrer que la culture, c'était pas forcément une innovation technologique, mais ça pouvait être une innovation d'usage, une innovation de relations, un détournement d'algorithmes, des applications d'un nouveau genre, et qu'à ce titre-là, il fallait reconnaître, pas toutes, mais certaines de ces entrepreneurs, enfin en tout cas le projet de ces entrepreneurs comme innovants, et donc leur donner accès au même financement que les entreprises plus classiques qui ont plus de facilité à démontrer cette innovation. Et comme tu as dit, Lydie, en fait, c'est pas que ce n'est pas aujourd'hui possible, c'est que et ça va être de moins en moins le cas. Et là, pour le coup, je sais que le ministère y travaille fortement, mais c'est parce que les instructeurs de ces dossiers-là ne sont pas, on va dire, totalement, effectivement, ou formés, ou n'ont pas dans leur background la facilité à penser que culture et innovation vont de pair. Mais tout ça se travaille, et tout ça s'améliore. Mais c'est aujourd'hui possible, en fait. C'est en ça que je dis que le rapport n'est pas révolutionnaire. Il pointe juste des choses qui ne se font pas alors qu'elles pourraient être faites. Idem pour essayer de mieux reconnaître la culture, dans certains cas, comme un critère d'utilité sociale et de l'inscrire encore plus fortement dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, conséquemment, de pouvoir avoir accès à nouveau aux dispositifs d'aide et de soutien de cette économie un peu particulière. Même si, en aparté, je considère que en tout cas, moi, par rapport au rapport, je ne voulais pas, et je trouvais que ce n'était pas forcément pertinent, que de créer
ou un label ou une catégorie spéciale de l'entrepreneuriat qui serait, comme on dit, le SS, le C ou le ISS ou le ICC, enfin pour les adultes. Parce que je considère vraiment que les entreprises culturelles sont des entreprises comme les autres. Elles ont simplement des spécificités qu'il faut prendre en compte différemment, mais ça change peu de choses en fait. La troisième recommandation, c'était... je ne sais plus dans l'ordre. Il y en a une, c'était d'aider. Alors, comme je disais sur le modèle associatif, qui finalement, à force de devenir un peu, à force de lui dire, il faut être rentable, il faut que tu vas avoir de bonnes subventions, donc imagine d'autres formes de financement et ainsi de suite. Alors, finalement, est en train de parfois, on va dire, se frotter à des logiques de plus en plus entrepreneuriales, et on recommanderait, nous, de les aider à passer parfois le pas, de transformer la structure associative en une structure plus entrepreneuriale, et de le faire accompagner, sans, effectivement, alors sur la seule base du volontariat, et sans les fustiger, au sens où vous seriez, voilà, vous dilapideriez quelque chose, et on va transformer le modèle vers quelque chose de plus vertueux. C'est pas ça le but, c'est de se dire, voilà, vous êtes dans des ressorts et des logiques qui sont de plus en plus entrepreneuriales, allez jusqu'au bout, et donc soyez accompagnés pour ça. Et donc dans ce cadre-là, l'idée que les collectivités territoriales, mais aussi, pourquoi pas, aider, si c'est possible, des DRAC, puisque le ministère a la chance d'avoir des outils déconcentrés, mais également en travaillant en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, de le plus possible nourrir, développer, susciter, agrandir ces fameux dispositifs structurants que sont, comme une image, les clusters, des pépinières, et ainsi de suite, parce que finalement, le mot-clé pour le développement, surtout dans le premier temps de vie d'une entreprise, c'est l'accompagnement, et que cet accompagnement, il doit être voilà, organisé. Ensuite, puisque ça a été difficile, je vois Fonds Convergence, vous n'avez pas vraiment abouti. Nous, il s'appelait Chrysalide. Ça n'a pas été plus probant dans la réussite, même si on s'arc-boute pour que ça existe. On fait la recommandation de la possibilité de créer, alors via BPI, mais pourquoi pas en fait en partenariat aussi avec l'IFSIC, un outil qui serait un fonds d'investissement et pas un fonds de garantie, pas un fonds de prêt, ou pas une avance remboursable, mais vraiment inscrire la logique de l'investissement, donc dans un fonds de capital risque. Ensuite, il y a... Alors voilà, tu as raison, il y a tout ce qui concerne... Alors après, oui, on va dire que c'est un petit package qui est lié plutôt à rendre visibles ces entrepreneurs, montrer en quoi ils mettent en œuvre aussi des bonnes pratiques, que leur activité peut avoir du sens, et du développement économique, mais pas seulement. Donc là, on recommande effectivement une visibilité, une représentation, et d'ourdir un outil qui existe déjà, qui est le site internet entreprendre-culture.fr. Bon voilà, pour faire vite. Et justement, et comme ça sera un peu la conclusion peut-être de cette présentation, rendre les choses visibles et en parler, c'est ce qu'il y a de plus simple. On voit bien que plus on parle d'entrepreneuriat culturel, moins ça devient un problème. Et donc le ministère lance fin mars, on va dire, une grande semaine autour spécifiquement de l'entrepreneuriat culturel, qui va se décliner à la fois à Paris. Alors c'était un peu symbolique de le mettre à la Gaîté Lyrique, mais ça, à mon avis, c'était l'ultime clin d'œil par rapport au rapport, et puis peut-être par rapport à moi, enfin en tout cas, et d'en terminer, mais aussi il va décliner en région, à Bordeaux, à Lyon et ailleurs. Et donc il aura en fait ce double avantage, c'est qu'à la fois il repartira, il fera des va-et-vient entre ce rapport et quand même des préoccupations de certaines filières. Donc en thématisant quand même autour du cinéma et musique. Mais on peut le refaire à nouveau parce qu'on a essayé de voir qu'est-ce qui faisait problème commun, quoi, en fait. Bon. Merci beaucoup, Steven. Tu as mis en encadré dans ton rapport une phrase de Yann Moulier-Boutan, que j'adore, et qui, je pense, va parler à tout le monde, enfin à tous ceux qui ont eu affaire à un banquier qui les a soit coulés, soit sauvés. La confiance est l'un des véritables actifs immatériels de l'entreprise culturelle. Je pense que ça vous cause. Pierre Mainguy,
Quand on fait des rapports, on espère que derrière, voilà, il y a une vraie émulation. Ce rapport, il a été porté donc par le ministère de la Culture et par le ministère de l'Économie. Et au niveau du ministère de la Culture, vous qui êtes chef du bureau du financement des industries culturelles, quelles ont été les conséquences de ce rapport et la mise en place? Alors, je vais peut-être commencer par vous expliquer la structuration du ministère pour comprendre aussi ce que ça signifie historiquement comme prise en compte cette problématique du financement des industries culturelles du point de vue du ministère. Et puis, après aussi quelques mois après la remise du rapport de Steven, comment on peut s'inscrire dans cette dynamique de meilleur accompagnement des entrepreneurs de la culture. Alors, bon, moi, j'avais pas prévu d'intervenir ce matin. Je me suis inscrit comme vous. Et puis, bon, Steven m'a vu au café. Il m'a dit, tiens, viens, monte avec moi sur scène, comme ça, je serai pas tout seul. Donc, pour vous prouver que c'est véritablement un intérêt pour nous très grand au ministère de la Culture, qui a émergé, disons, sur un plan structurel en 2010 à travers la réorganisation du ministère, qui a donné naissance à la direction dont je fais partie, qui est la direction générale des médias et des industries culturelles, qui a fusionné à la fois une ancienne direction au service du Premier ministre, la direction du développement des médias, et une direction historique du ministère, qui est la direction du livre et de la lecture. Et à l'occasion de cette fusion, on a créé pour la première fois une sous-direction du développement de l'économie culturelle. Donc sur le plan symbolique et organisationnel, ça ancre véritablement cette problématique du développement de l'économie culturelle et le rapprochement de l'économie et de la culture, qui peut d'ailleurs, comme on a pu le voir ce week-end encore, être fustigé dans la presse. Mais ça prouve bien que au sein du ministère de la Culture, on a cette attention aux entrepreneurs. Donc, Bureau du financement des industries culturelles, créé en 2010 et qui part d'un certain nombre de constats à travers une étude qui portait sur les entrepreneurs de la culture, quels sont leurs besoins, et qui nous a amené à la fois à constater que les entrepreneurs de la culture, finalement, comme d'ailleurs le rapport de Steven le met en évidence, sont des passionnés qui ont un projet avant tout culturel, mais qui manquent à la fois d'informations sur les dispositifs de financement, d'accompagnement qui peuvent exister. Et de l'autre côté aussi, finalement, une pléthore à la fois de dispositifs de financement qui peuvent exister dans ce qu'on peut appeler le droit commun, au-delà de la subvention, qui est souvent pour le coup très très bien connue par les entrepreneurs de la culture, et aussi de dispositifs d'accompagnement comme une image, mais aussi comme Créatiste ou les incubateurs, les pépinières, les clusters, les couveuses, les groupements d'employeurs, tous ces mécanismes de mutualisation des moyens qui permettent finalement l'émergence aussi de tous ces modèles économiques. Et du coup, on a créé, on a élaboré un certain nombre d'outils à destination des entrepreneurs, un guide qui s'appelle Entreprendre dans la culture, qui présente tous les dispositifs de financement de droit commun qui existent à l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, à la BPI, toutes les aides à l'emploi qui sont accessibles aussi à tous les entrepreneurs. Et puis, plus récemment, avec aussi, en s'appuyant sur une des propositions de Steven, qui est le site entreprendre-culture.fr, qui, avec l'aide d'un collectif qui s'appelle Merci, un site qui recense l'ensemble, enfin tous ceux qui se sont en tout cas identifiés sur le site, les dispositifs d'accompagnement des entrepreneurs de la culture. Donc incubateur, cluster, etc. Donc comme une image qui, par exemple, s'affiche si vous allez sur le site internet. Ce site aussi, par rapport à cette idée de reconnaissance de l'entrepreneur exprimée dans le rapport de Steven, a vocation à se développer pour être de plus en plus structurant, qualifiant pour les entrepreneurs, avec des fiches pratiques issues de toute l'information qui existe, à la PCE notamment. L'idée étant toujours de mieux accompagner les entrepreneurs.
Et donc, une dernière brique, disons, dans ces initiatives, qui est en effet la création pour la première fois d'un forum de l'entrepreneuriat culturel qui aura lieu en mars l'année prochaine, du 23 au 27 mars à la Gaîté Lyrique, s'agissant de l'événement parisien, et qui sera en effet décliné la même semaine ou la semaine suivante pour que les acteurs en région puissent également se rendre à Paris pour ces événements, avec en effet une approche à la fois transversale, avec des matinées qui seront consacrées à des ateliers extrêmement structurants, qualifiants pour les entrepreneurs de la culture, avec des ateliers sur le financement de son entreprise, l'accompagnement, avec des présentations aussi de toutes ces structures qui concourent au développement des entreprises. Et puis des après-midi plus thématiques avec, disons, 5 grands, il y a 5 journées, 5 grandes industries culturelles, livres, musique, presse, cinéma audiovisuel et jeux vidéo. Donc voilà, quelques-unes des initiatives qui reflètent, disons, la prise en compte de cette problématique de l'entrepreneuriat culturel. On suit également, si on parlait de fonds d'investissement qui sont une nouvelle brique par rapport à ce qui peut exister en garantie, en avance. L'IFSIC quand même, il faut quand même le rappeler, à la fois accorde des garanties aux prêts bancaires et puis aussi des avances spécifiques sur un certain nombre de secteurs. C'est en développement. D'abord les industries musicales, ensuite les jeunes créateurs de mode, les galeries d'art, les librairies, les exportateurs de films. Tout ça, c'est des fonds d'avance spécifiques qui peuvent accompagner les développements, même si c'est du prêt, hein, il faut rembourser in fine, mais on a, par rapport à cette problématique aussi de compréhension par les financeurs des enjeux des industries culturelles, véritablement à l'IFSIC, des gens, des professionnels qui comprennent les modèles économiques des industries culturelles et qui peuvent accompagner à la fois sur du prêt, mais aussi de façon plus générale, vers le banquier pour mieux expliciter les modèles qui sont derrière. Un fonds d'avance aux jeux vidéo qu'on espère aussi pouvoir développer prochainement. Voilà, donc on suit l'activité de l'IFSIC. Donc tout ça reflète, c'est une illustration de comment aussi le ministère qui accompagnait, qui s'efforce maintenant de pousser un certain nombre des propositions de Steven, peut s'emparer de ces problématiques et aussi parce qu'on reçoit beaucoup d'entrepreneurs, s'efforcer de jouer ce rôle de facilitateur, de conseiller parfois. Je pense notamment, au-delà des outils très transversaux qu'on peut chercher à développer ou à soutenir ou à faire connaître, au sein de mon bureau, on suit aussi la politique à destination de la musique enregistrée. Donc on gère un crédit d'impôt par exemple, mais ça nous amène à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et à les accompagner, qui vers BPI, si c'est l'investissement qu'il leur faut, qui vers l'IFSIC, vers les dispositifs d'accompagnement. On voit des jeunes qui arrivent avec des projets, qui ont besoin de se structurer, qui ont des idées, mais on peut par exemple les inciter à aller voir Creatis. Donc voilà. C'est une illustration de comment on peut, au ministère, prendre en compte ces problématiques du financement des industries culturelles. Je voulais juste préciser que Commune Image, c'est le lieu où on est, et nous, on s'appelle Pôle Média Grand Paris. Hein. Et je voulais revenir sur une phrase que tu as dite, Steven, qui est capitale. Tu as dit... ouais, ça va être comme Yann Moulier-Boutan. Tu as dit les entreprises culturelles sont des entreprises comme les autres. Nous, on est cluster et on fait partie d'une grande communauté qui s'appelle France Cluster. Et quand on se réunit entre directeurs de cluster, il y a là... le bois, la mécanique, les biotech, les énergies renouvelables, etc. Et chacun se dit la même chose. Tous les entrepreneurs s'estiment différents des autres filières.
Celui qui est entrepreneur dans le bois vient souvent du métier. Et c'est le propre de l'entreprise en France de venir plus généralement du métier que de la finance. Et du coup, il estime qu'il a une particularité totale dans sa filière et que personne ne peut comprendre ses problèmes de financement, etc. Donc c'est capital. Ce qu'a dit Steven, c'est que nous, la culture, eh ben, on est exactement comme la plasturgie. Voilà, on n'est pas différents. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Je vous invite à lire le rapport de Steven et puis on va tous se retrouver à la Gaîté Lyrique dans 3 mois, quoi. Hein. Juste enfin Pierre l'a bien dit, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, tout existe en fait. C'est ça les structures d'accompagnement, les dispositifs de financement. Alors on pousse avec le fait qu'il n'y ait pas de fonds d'investissement dédié, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est juste c'est un outil supplémentaire. Et donc il y a ça. Et il y a une chose on voit bien qui est en train de naître. Et là, on est en train de réfléchir. C'est juste un petit complément, mais effectivement, dans la culture, on a quand on a un projet, on a un peu l'habitude ou un peu le tropisme à aller assez vite vers l'association du type en plus comme parce que c'est facile à monter, comme en fait j'ai une super idée, je veux être le directeur et comme je veux te payer, je vais trouver 3 copains pour pouvoir faire le bureau. Enfin il y a vraiment ces modèles un peu faciles. Pareil, je continue de caricaturer quoi. Là ce qu'on voit et c'est ce dont on parle aussi avec le ministère, c'est qu'il y a surtout, va bientôt y avoir besoin de structures qui vont aider à la structuration du projet, du type, au lieu d'arriver comme chez Creatis, je suis immatriculé, je suis déjà une entreprise, et comment vous pouvez m'accompagner. De plus en plus, on voit qu'il y a un besoin de cette dialectique-là. J'ai un projet, comment je dois structurer ce projet. Et parfois, on pourra peut-être indiquer qu'il faut le structurer sous la forme associative, pas forcément sous la forme entrepreneuriale. Mais il y a l'idée de le plus possible de prendre très en amont un projet culturel et de l'emmener vers la bonne structuration. Et parfois même, il ne faudra peut-être jamais le structurer, enfin, ce projet, si c'est un projet artistique. Et ça, je pense que c'est assez important. Alors, moi, je ne sais pas si on est une charnière de l'histoire, mais en gros, la culture, même en France, n'a pas toujours été en fait aussi... on va dire entre les mains ou en apparence entre les mains de la puissance publique. Enfin, je veux dire, c'est surtout après-guerre, la seconde, en fait, que on a vu un ministère se structurer avec des politiques puissantes. L'apport de Malraux et Lang, à la fois singulier et absolument nécessaire, on va dire, on crée un certain nombre de réflexes qui sont aujourd'hui en train d'être un peu, alors pas mis à mal, parce que c'est pas ça le sujet, mais un peu petit à petit transformés pour, on va dire, un contrat plus raisonné ou raisonnable entre puissance publique, puissance privée, enfin, me semble-t-il. Peut-être sous l'impulsion du numérique aussi, qui nous fait du bien, qui nous amène à la notion de start-up numérique. Nous, on voit dans le cluster, les 15 dernières boîtes qui sont rentrées sont des gens qui viennent du transmédia, qui ont des codes APE qui n'ont rien à voir avec les nôtres, plutôt de l'informatique, etc., et qui se vivent comme des startups numériques. À tel point qu'on avait fait un workshop sur les financements dans le transmédia, et on se disait, il va falloir apprendre au secteur culturel, les modèles économiques de la net économie, etc. Pas du tout, parce qu'ils étaient déjà assez ouverts. Par contre, il y a quand même quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce que c'est que le CNC ? Bon, là, effectivement, il y a un grand travail. Non, mais je crois que ce que le numérique a surtout apporté, indépendamment d'avoir été un formidable booster d'idées, d'innovations, de nouveaux services, c'est que c'est aussi des organisations beaucoup plus plates, moins verticales, avec des distances hiérarchiques plus courtes, avec une habitude à la mutualisation, au travail un peu différent. Et ça, je pense que ça a fortement modifié les cultures entrepreneuriales françaises. Absolument. Merci à vous deux. Bonne chance pour le mois de mars.